Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une nouvelle édition de notre objectif hand pour le mois d'octobre. Donc, pour cette nouvelle édition, nous avons créé une nouvelle rubrique dont je suis fier de vous parler aujourd'hui, c'est l'arbitrage. Et pour cela, donc, nous avons comme premier invité, j'en suis fier, qui a fait l'amitié de venir nous rejoindre en cet après-midi, Maxime Bloch. Maxime, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ça fait un plaisir de te voir en tout cas. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, vous expliquer un peu les contours, on va dire, de notre nouvelle rubrique, c'est tous les mois, nous allons essayer de faire de ce qu'on appelle du technico-pratique, c'est-à-dire proposer des solutions, etc., parler de l'arbitrage à tous les niveaux, essayer d'aider bien sûr le milieu amateur, etc. C'est pour ça que je me suis mis comme premier objectif d'avoir un invité, ce que j'appelle de marque, puisque c'est quelqu'un que je rencontrais depuis quelques temps déjà et qui donc a fait l'amitié de venir pour d'inaugurer entre guillemets cette nouvelle rubrique. Donc Maxime, encore merci à toi. Et donc je te propose pour cette première et pour nos internautes de te présenter et nous parler un peu tranquillement de ton parcours. Voilà. Alors, avant tout, merci Sébastien pour l'invitation. C'est un réel plaisir partagé en tout cas. Alors, me concernant, donc, je travaille donc, au CDSA d'Assambal où je gère la partie de l'arbitrage. C'est mon club depuis toujours, où depuis 2011, j'étais joueur. Puis, j'ai commencé l'arbitrage en 2016 au niveau, donc, bien sûr, des écoles de handball. Après, on a évolué selon selon les équipes, comme tous les arbitres. Très bien. Attends, tu m'as pas entendu? Si, si, tout va bien. Mais plus t'arrêter parce que moi ça a bugué. Non, non. Oui, nous sommes de retour. Nous avions un tout petit problème et donc Maxime nous expliquait donc son parcours. Je t'en prie. Voilà, donc je disais donc en 2016 où j'ai commencé l'arbitrage et on gravit les échelons avec les formations, tout ça au niveau de la CTA Grand Est. Voilà. Très bien, merci. Donc, tu nous as fait donc l'amitié de venir avec nous pour ce premier numéro de l'arbitrage. Donc, moi, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, on parle un peu de l'arbitrage qui est un vaste débat. Comme on sait, nous en avons parlé en off. Et il y aura bientôt, d'ailleurs, je vous invite à lire sur le prochain numéro de l'Objectif en un article écrit sur, justement, avec Maxime. Nous allons parler un peu de l'arbitrage sur différents aspects, etc. Donc, du coup, moi, ce que j'aurais bien aimé aborder avec toi dans ce petit webinaire que nous faisons tous les deux, c'est déjà voir un peu comment toi, de ton œil de jeune arbitre, entre guillemets, mais quand même qui a franchi les échelons, comme tu l'as dit, un peu ton avis sur l'évolution de l'arbitrage, justement, depuis quelques années déjà, que ce soit au niveau amateur ou pro, quoi, l'évolution globale. Mhm. C'est incontestable. Je pense que le niveau déjà du handball a augmenté. Moi, je peux le voir, je peux un peu en parler, puisque au niveau de Célestat, vous savez, on était notamment en D1 et maintenant nous évoluons en deuxième division. Et c'est vrai que même en ce moment, la deuxième division évolue. Le jeu se dynamise, les techniques commencent à arriver, il y a de plus en plus d'enchaînements qui sont faits. Alors, ça a évolué positivement, mais ça, avec les règles aussi, notamment celle du jeu passif, où maintenant on a un nombre de passes qui est compté. Enfin, c'est-à-dire, bien sûr que l'évolution est positive et dynamique, mais ça entraîne aussi une évolution de l'arbitrage. On va en parler, je pense. Tout à fait, oui, justement, la corrélation entre l'évolution du jeu dont on parle depuis des années et l'évolution de l'arbitrage qui doit être en conséquence par rapport justement à son évolution, tout à fait. Mhm. Et justement, moi, j'ai quelques petites questions, on va dire un peu plus, on va dire un peu plus sur des sujets, on va dire vraiment un peu plus ciblés, donc notamment l'évolution du refus de jeu, quoi, puisque je ne sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle technologie qui a été mise en place, qui a été testée par l'IHF, notamment au niveau du Super Globe en Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises, où il y a effectivement l'arbitre, enfin c'est plus, on va dire, pour le public, mais ça c'est un sujet que nous allons aussi traiter dans Objectif Hand, c'est une petite rubrique que j'ai aussi créée pour la petite histoire, où il y a effectivement, on indique effectivement le refus de jeu, quoi, avec un nombre de passes, on voit que le public voit à peu près le nombre de passes qu'il reste encore à définir. Est-ce que toi, l'évolution, on va en reparler pour d'autres sujets dans ce webinaire, est-ce que l'évolution justement des technologies peut être justement quelque chose d'important et d'intéressant pour l'arbitrage, ou ça peut être éventuellement, comme certains puristes diraient, un petit frein, puisque depuis une trentaine d'années, on va dire, puisque je parle un peu de mon expérience ici, c'est qu'on mettait souvent en avant le fait que l'arbitrage doit avoir gardé toujours ce côté humain, et que si la machine Mhm. commence à remplacer un peu le décisionnaire de l'arbitre,
ça peut être, on va dire, compliqué puisque l'être humain, par définition, on n'est pas, je vais être un peu métaphorique, n'est pas parfait. Donc, il a ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Justement, est-ce que tu as un petit avis là-dessus, quoi? Je pense que l'intervention des nouvelles technologies est importante et peut-être intéressante puisque justement le monde évolue aussi. Le monde évolue, par exemple, la 5G arrive dans le monde, ça veut dire qu'on a de l'évolution. Après, si on veut parler un petit peu plus ciblé, je trouve que c'est une erreur, réglementairement parlant, d'afficher le nombre de passes, puisque donc, dans le refus de jeu, donc dans l'exemple que tu dis, puisque nous ne sommes pas obligés d'arriver à la 7e passe pour siffler. C'est exact. Effectivement, comme petit point de règlement, il faut donc on a le droit à 6 passes, l'attaque a le droit à 6 passes et doit tirer. Sauf que si le jeu ne va pas vers le but, on peut siffler refus de jeu, donc bien plus en avance de ces 6 passes. Donc, pour les collègues arbitres, je pense que ça peut les mettre en difficulté parce que je ne sais pas si les spectateurs comprennent vraiment la règle. Donc, je suis un peu mitigé. Un peu mitigé sur certaines choses, on va y revenir. Je pense que c'est important. Là, je pense que ça peut mettre en difficulté. Par contre. D'accord, très bien. Justement, c'est bien que tu en parles parce que c'est une question ouverte que j'ai posée à la fin de l'article justement où je évoque justement ce nouveau protocole, on va dire, mis en place, testé pour le Superglove justement. Donc, c'est bien d'avoir un avis un peu extérieur. Et justement, on va donc enchaîner là-dessus, un peu nous parlons en off et donc nous allons aborder un peu ce sujet, la fameuse, entre guillemets, bon, on en parlait pour le foot, mais la VAP, quoi. Donc, l'accès effectivement à la vidéo par les arbitres. Bon, au jour d'aujourd'hui, on peut dire au handball que ça se fait pour des cas de figure, on va dire, très, très particulier. Notamment, on l'avait vu il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, avec la fameuse affaire Vezin Vujovic. Il y a eu ce fameux penalty qui a engendré tant de, on va dire, tant de, on va dire, entre guillemets, tant d'échos, que ce soit aussi bien positif que négatif. Et finalement, on a vu effectivement, qu'on a discuté à l'époque avec M. Reibel, que effectivement, c'était juste par rapport au ralenti. Donc justement, est-ce que mettre en place ce genre de technologie, on va dire, pour beaucoup de décisions, comme au foot, où effectivement la VAR est très, 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 maintenant on le voit actuellement, est très, très utilisée, est-ce que tu penses que ça pourrait être une alternative aussi pour le handball, ou est-ce que ça enlèverait un peu, on va dire, ça, quelque chose au jeu, entre guillemets? Mhm. Personnellement, je pense que ça peut être intéressant. Comme au foot, alors donc l'assistance vidéo peut être intéressant, mais c'est très important, doivent être extrêmement encadrés. Parce qu'on parlait avant de l'évolution du jeu. Effectivement, je disais, l'évolution du jeu, c'est quand on a un jeu dynamique, beau à voir, c'est un spectacle. Aujourd'hui, le handball est un spectacle. J'ai peur, très peur, que s'il est mal encadré, l'effet de VAR enlève de ce dynamisme, enlève de ce spectacle, justement. Ça peut être bien encadré, justement, peut-être, par exemple, pour la règle des 30 dernières secondes. 30 dernières secondes, on sait, bon, je ne vais pas faire un topo dessus, mais il peut se passer beaucoup de choses dans ces 30 dernières secondes. Et je pense que, tu parlais donc de l'affaire de ce penalty, ça se rejoint. Je pense que là, effectivement, la vidéo peut être intéressante pour les arbitres pour que le spectacle arrive à son terme correctement, justement. Parce qu'un spectacle peut être aussi gâché par peut-être des choses que les arbitres n'auraient pas vues et qui auraient des répercussions très importantes. Donc, la VAR, oui, mais encadrée. Très bien, avec certaines effectivement, certaines choses, tout à fait. Et justement, en parlant de ça, justement, on va rester donc sur un peu, bon, c'est pas forcément une technologie, mais c'est aussi quelque chose qui a été mis en avant il y a quelques années et qui est peut-être toujours d'actualité. Le fait justement pour éviter, on va dire, entre guillemets, d'avoir, on va dire, l'utilisation trop fréquente justement de ce genre de procédé, peut-être intégrer, pourquoi pas, un autre arbitre, c'est-à-dire comme dans certains sports, je pense notamment au basket. Alors, je ne suis plus le spécialiste que j'étais à l'époque, mais peut-être intégrer un ou deux arbitres supplémentaires pendant un match, plutôt que d'avoir vu le truc classique, c'est-à-dire donc l'arbitre de champ, l'arbitre de zone, les arbitres entre guillemets de réserve qui sont là un peu observateurs. Si je dis une bêtise, tu m'arrêtes, hein, parce que je ne suis pas forcément un spécialiste de la chose. Mais là, on parlerait carrément d'intégrer, pourquoi pas, un troisième ou un quatrième arbitre. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler ou tu penses que ce serait, voilà, Entendu parler, oui, comme tout le monde, je pense. J'ai envie de voir l'utilité. Est-ce que c'est un arbitre ou un ou deux arbitres qui ferait la table de marque? Un arbitre qui s'occuperait de l'assistance vidéo? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est une idée qui a été une fois soumise il y a quelques temps maintenant. Je ne sais pas. Je sais pas et je vais vous te dire pourquoi. Parce que maintenant,
on a des personnes qui sont formées pour la table de marque. Au niveau professionnel, ils sont désignés par la Ligue nationale de handball, on appelle ça des officiels de table de marque, qui suivent des formations régulières, qui sont d'une neutralité 100%, parce qu'ils ne viennent pas du club. Donc, je sais pas, je ne pense pas. Je pense pas. Nous avons 2 arbitres, nous avons un délégué qui a aussi une oreillette qui peut communiquer avec les arbitres. Je ne dis pas que c'est un 3e arbitre, loin de là. Un délégué est là pour l'environnement du match. Mais si on a créé une telle structure en ayant un délégué, en ayant des officiels de table de marque formés, avec des formations régulières, pourquoi rajouter quelqu'un d'autre? Je vois. C'est une question aussi ouverte. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais ce sont des questions effectivement ouvertes où on n'a pas forcément la solution à l'instant T du moment. Mais ce sont des pistes de travail, comme on dit, comme à l'époque, on parlait justement de mettre en place, pourquoi pas, un chronomètre. Aussi, c'est aussi un peu la technologie, comme au basket, on dit voilà, autant et temps de passe, on va protéger le jeu passif, après on n'a plus le droit d'attaquer, faire ce qu'on appelle les PO. Oui, il y a je vois que tu n'as pas l'air tellement forcément conquis, mais c'est vrai que ce sont des choses qui étaient mises en place. D'ailleurs, justement, on en parlait à l'époque par notre intéressé, M. Vujovic, qui disait effectivement que pour relancer un peu l'intérêt du handball, bon, c'est un autre débat, il fallait peut-être changer un peu les choses au niveau du règlement. Et là, quand on parle de règlement, on parle aussi arbitrage. On est d'accord, c'est en corrélation, quoi. Personnellement, le règlement du handball, c'est aussi l'interprétation et les ressentis de chaque arbitre. Chaque arbitre est un humain indépendant et donc a des ressentis différents. J'ai pas envie qu'on tombe dans la facilité et qu'on enlève justement le côté, on en parlait en début de l'intervention, ce côté humain. Et là, on le perdrait. On le perdrait parce que tout doit être ressenti aussi. C'est un ressenti à l'instant T. Il y a des arbitres qui lèveront le bras plus facilement que d'autres, Oui, à c'est vrai. tort ou à raison, je ne sais pas. Mais du moins, ça reste humain. Le handball est un sport collectif d'humains, pas de machines. Pas... Donc oui, pour la nouvelle technologie, il en faudra, c'est sûr. On parlait de la VAR, on parlait peut-être aussi du buzzer, du temps mort, pour aller plus vite. Pourquoi Oui. pas? Mais attention à ne pas enlever, là justement, comme au basket, alors, ce type de temps, ça permettrait peut-être de dynamiser le jeu. Ça, j'en enlève en rien parce qu'on voit le temps tourner, donc on se dit qu'il faut aller vite. Mais est-ce qu'on le dynamise par les nouvelles technologies? Un autre débat. Oui, c'est une question ouverte. Et justement, et pour en finir avec cette question, c'est vrai que comme tu le disais à juste titre, le handball reste un sport de spectacle aussi, puisqu'on va allier le spectacle, tout ça. Mais c'est vrai que la NBA, qui est aussi, je respecte en tant qu'ancien basketteur, qui est aussi une industrie de spectacle aussi, il faut lire les choses telles qu'elles sont. Alors après, les internautes ou pas se feront libre arbitre de dire si j'ai à tort ou à raison. Mais il est vrai que justement, on mettait en avant le fait que la technologie puisse aussi permettre justement de faire que le handball soit encore plus spectaculaire, quoi. Et notamment la prise de parole de M. Vujovic par rapport à cette histoire, justement, faire un peu comme basket, faire des périodes d'attaque-défense bien réglementées, avoir un chrono qui devrait délimiter le temps que tu as pour attaquer, quoi, voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque part le spectaculaire, soit, mais comme tu le dis justement, alors après, peut-être que j'ai mal interprété ou pas tes propos, mais à quelle proportion s'il faut, c'est un peu comme je vais dire, petite dose homéopathique, quoi, si on veut dire. Non, non, c'est tout à fait ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas pour. Voilà. Pour être totalement franc, gardons ce côté humain. L'arbitre est d'abord un humain. Un arbitre expérimenté qui va arbitrer un moins de 11 ou un moins de 13 au secteur amateur, il est là pour apprendre. Donc, continuons à apprendre. Gardons ce côté humain, ce côté pédagogique, ce ressenti. C'est ce qui fait la beauté du sport, je pense. Tout à fait. Comme tu dis, il y a aussi une sorte d'interprétation, tout à fait. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur une autre thématique, juste, donc pour revenir un peu plus, entre guillemets, dans le technico-pratique pour le milieu amateur. En ayant discuté avec des arbitres de tout niveau, que ce soit des jeunes, des conflits, etc., il est apparu que maintenant, avec une nouvelle technologie, il y a ce qu'on appelle au niveau, dont on en parler, l'oreillette, donc la fameuse technologie de l'oreillette. Alors, on sait que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, je pense, coûteux, après on ne connaît pas les tarifs, etc. Mais certains arbitres ont évolué, enfin, pardon, je me suis mal exprimé, ont mis sur la table le fait que pourquoi pas, ce serait intéressant pour certains arbitres formateurs ou aussi dans le monde amateur, d'avoir aussi ce genre de technologie qui pourrait un peu les aider aussi pendant les matchs, quoi, voire tester, pourquoi pas ça. Est-ce que toi, tu penses que ce serait alors, on va rester un peu utopique, mais si là, on a les possibilités financières de fournir, on va dire, ce dispositif à tous les arbitres de tous les niveaux, pas forcément au plus bas niveau, mais on va dire pendant leur apprentissage, que ce soit deviennent des arbitres on va dire, de haut niveau ou pas, ou des arbitres on va dire, de bon niveau, est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution, voire un outil pour eux?
Si je prends l'expérience, la petite expérience, bien sûr, que j'ai, à certains matchs, j'aurais aimé avoir l'oreillette. Pourquoi? Parce que, je prends une anecdote, je ne citerai personne, puisque voilà, mais une équipe nous donne une défense en 3-3, donc bien avancée, où moi, arbitre de champ, j'ai dû être même derrière la ligne médiane. La vision avec le collègue qui est en diagonale est très, très difficile. Donc, pour ces matchs-là, à haut niveau ou à enjeu, je pense que ça peut être un outil extrêmement fiable déjà et plutôt sympathique. Après, pour tout le monde, non. Pour tout le monde, non. On le disait, le côté humain, moi, c'est un truc que j'affectionne et qui me. C'est un peu ma philosophie. C'est ton cheval de bataille, on peut dire, tout à fait, oui. Voilà, on peut le dire. Il faut qu'il reste. Donc, pas du tout de machine et pas d'oreillettes en moins de 11, en moins de 13, en moins de 15, en moins de 18. Je pense qu'à partir de la nationale, on peut en discuter. On peut en discuter. À certains niveaux, peut-être pas en N3, peut-être pas. Voilà. Il faut en discuter, mais il y a certains matchs de haut niveau, N1, D2, D1, il y a déjà. Pourquoi pas l'intégrer à la N1? La N1, c'est déjà un très très bon niveau. Je rappelle tout de même, c'est quand même la 3e division française. Ce n'est pas rien. Je pense qu'on pourrait la faire descendre de niveau. Voilà. Pour rester un petit peu. Mais... moi, personnellement, j'aimerais bien l'avoir. Très bien. Mais tu penses donc, si j'ai bien compris la finalité, c'est qu'il ne faut pas non plus confondre entre guillemets vitesse et précipitation et qu'un outil doit rester un outil, doit pouvoir aider, on va dire, dans le cas concret, quoi, pour des moins de 18, même championnats de France, on va dire, ou des arbitres, on va dire, qui ont un bon niveau en pré-national, par exemple, ce ne sera pas forcément une finalité ou une utilité d'avoir ce genre de dispositif, quoi. C'est toujours un outil. Un outil, par définition, est quelque chose qui aide, qui améliore, qui rassure. Donc, je vais pas te dire non, pas en pré-national, non, pas là. Je vais juste te dire que je pense qu'il y a certains niveaux où l'utilité n'est pas indispensable. Et ce n'est pas indispensable d'avoir l'oreillette. Voilà. Je pense qu'à certains niveaux, on peut encore essayer de communiquer par la gestuelle, ce qui peut permettre la progression des arbitres aussi, puisque quand ils se regardent, il se passe des signes, ça aide, ça progresse, il y a plusieurs choses à gérer. Peut-être que c'est une option de facilité, l'oreillette. Peut-être. Oui. Je ne dis pas que c'est. Je dis peut-être que c'est aussi une option de facilité, ce qui n'aiderait pas les arbitres à certains niveaux. Voilà. D'accord. Ce que j'allais te dire justement, là c'est une question personnelle, mais effectivement, le fait justement que avoir cet outil on va dire, je dis pourquoi tous les niveaux n'est pas forcément une aide pour la formation du gars, pardon, lapsus de ma part, de l'arbitre dans sa formation, on va dire, initiale. Exactement, exactement, exactement. Moi, à mon niveau, moi je suis de la Nationale 2 féminine à plus haut niveau, Nationale 2 masculine, pas encore de la N1 féminine, on en a fait une fois. Je ne pense pas que l'oreillette m'était indispensable. D'accord. Voilà. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai réussi à faire sans. Mais, je répète, c'est un outil et qui me plairait bien. D'accord. Personnellement. Et une dernière question, je reviens un peu là-dessus, mais le tester de manière, on va dire, pédagogique ou on va dire, pas forcément tout le temps, mais on va dire des fois sur différents publics, genre par exemple des arbitres, on va dire, qui ont envie de monter un peu, on va dire. C'est pas être péjoratif, mais des arbitres qui vont avoir un certain potentiel, quoi. Et justement, par exemple, pour les travailler, de passer des moins de 18 à la N3, par exemple, ce genre de choses, pourquoi pas tenter à petite dose? Je pense que ça pourrait être aussi, pourquoi pas, quelque chose qu'on pourrait envisager. Ou quand même, ça va quand même enlever, je sais, je suis un peu taquin là-dessus, mais ça va enlever un peu ce côté, justement, un peu, comme tu as dit, parce que toi, tu fais beaucoup de la formation, ça enlève un peu le côté formateur, entre guillemets, quoi. On a des personnes très compétentes au niveau de la région, au niveau de l'arbitrage départemental, régional et même au niveau de la CNA, au niveau national. On a des personnes qui connaissent le handball, qui sont des passionnés. Donc, je leur laisse la liberté et, de transmettre, on va dire, bien sûr. De transmettre et le choix de donner ou pas ces oreillettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant des tournois, Interligue, Interpol, tournois amicaux, l'oreillette a été déjà testée. Donc, peut-être que des conclusions ont déjà été tirées au niveau des instances, qui sont, je le rappelle, très compétentes et qui ont déjà leur avis, je pense, sur le sujet. On peut tout
tester. C'est le but de la vie. Je pense qu'on doit tester des choses. Tant que c'est encadré, c'est bon. Après, là, les instances nous diront si effectivement il faut que ce soit généralisé ou pas. D'accord, je vois. Non, désolé si j'étais on va Pas dire du tout. peut-être un peu pointu cette question-là, mais c'est vrai que ce débat, on l'a eu à titre personnel avec des arbitres de Mhm. national, quoi, il n'y a pas si longtemps que ça, qui arbitrent de la N1, pas la poule élite, mais bon, sans citer donc qui arbitrent à un bon niveau. Et c'est vrai que la question a été portée, pas forcément sur toute une saison, mais pourquoi pas de temps en temps avoir l'oreillette sur certains, voilà, dans certains cas de figure. Comme tu l'as dit, après, il faut tester. Il y a qu'en testant qu'on sait si c'est viable ou pas. Je voulais bien avoir ton ressenti là-dessus, puisque toi aussi tu es dans la formation d'arbitre, je tiens à le rappeler à tous ceux qui nous écoutent. Et donc voilà, avoir un peu aussi ton ressenti en tant qu'arbitre actif, mais aussi en tant que formateur, quoi. Voilà. Bah, je pense, alors, si je peux donner un dernier exemple, quand j'étais encore joueur, donc on a réalisé avec mon équipe les finalités championnat de France. Et je pense que pour des matchs d'un enjeu important, comme dans les lauréates, est sympa, je pense, et peut aider. Sympa, mais pas vital, si je peux me permettre. Non, 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 c'est pas vital. Mais c'est un outil, je pense, plus important dans une finale championnat de France, dans des matchs à enjeu où on a la pression d'une salle comble, du résultat, de la vidéo. Je pense que on pourrait plus se focaliser sur le jeu avec l'oreillette. Mais non, ce n'est pas vital. Très bien. Désolé, hein, je suis C'est un un peu peu, non, mais long, même moi, mais je sais, je suis un peu contradictoire, mais je veux vraiment qu'on comprenne que comment on faisait les arbitres à l'époque. oui. Voilà. Hein, revenons un peu en arrière. Eh ben, ils faisaient 100. Ça reste un outil. Donc, comme j'ai donné une définition avant du mot outil, qui est une aide, ça peut être rassurant. Donc, les oreillettes, oui, à certains niveaux, à certains enjeux, mais pas pour tout le monde. Très bien. Donc, parfait. Oui, c'est vrai que tout à fait, effectivement, il y a toujours la façon dont on a d'amener le sujet, la problématique, effectivement. Et puis, comme tu le disais à juste titre, il faut avoir une phase de test et puis ne pas forcément être figé là-dessus. Ça peut avoir une évolution, quoi. Mais Tout à fait. on est d'accord que c'est un sujet, mais comme tu l'as dit, qui est très, très ouvert et qui amène Oui, effectivement oui, beaucoup de débats. Je tiens à préciser aux personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter que ce ne sont pas des questions fermées, etc. Et que ce ne sont pas, que ce soit de mon ressort ou de celui de Maxime, si je peux me permettre, ce ne sont pas des questions où il faut avoir des réponses dans l'instant, mais qui pourraient être, pourquoi pas, pertinentes, on va dire, amener on va dire, des pistes de travail à réfléchir dans les années qui arrivent, puisqu'on sait que la fonction d'arbitre n'est pas évidente, puisqu'on est entre guillemets l'arbitre et le maître du jeu, et c'est vrai qu'en tant que maître du jeu, on a des responsabilités. tout à Je fait. pense que tu vas me Tout à confirmer fait. ça, Maxime. Tout Et à donc, fait. du coup, on va changer un peu un peu le fusil d'épaule par rapport à notre webinaire, puisqu'on va bientôt se rapprocher de la fin, puisque Maxime va devoir dans quelques minutes nous quitter. Donc, du coup, j'aurais aimé savoir aussi, on parlait au début d'intervention de l'évolution, on va dire, entre guillemets, du jeu, de l'arbitrage, etc. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu, à moins que ce soit un sujet peut-être un peu trop polémique ou pas, justement, du fait que beaucoup de clubs, à tous les niveaux, dans le monde amateur, se plaignent de la pénurie d'arbitres, justement. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ça à ton niveau? Et est-ce qu'il y aurait des pistes de travail à utiliser, justement, pour pouvoir, justement, donner envie, entre guillemets, aux jeunes arbitres ou ceux qui ont déjà arbitré ou d'autres, parce que je pense que c'est ceux qui ont déjà arbitré qui se sont arrêtés, beaucoup, parce que pour X raisons, voilà, pour redynamiser un peu, on va dire ce que j'appelle, pour moi, c'est quand même un loisir, mais ça reste aussi un métier pour l'arbitrage, quand même, quelque part. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça et tu aurais aussi quelques pistes, voilà. On a été confronté à une crise sanitaire très importante qui a mis tout le monde, on va dire, sur le banc, pour rester dans le vocabulaire sportif. Effectivement, maintenant, lors d'une formation, le président de la CTA, M. Carmot, nous a effectivement dit qu'une pénurie d'arbitres d'environ 30% de moins par rapport à l'année dernière, ce qui est énorme. Énorme. Je reçois souvent, en étant correspondant arbitre du club de Célestat, je reçois les retours de désignation, exemple du département, qui sont très importants aussi. Donc le constat est clair, nous avons une pénurie d'arbitres. Maintenant, je le précise, je n'ai pas la science infuse et ce que je dis n'est que mon ressenti. Je pense qu'il faut axer la formation sur les jeunes. Parce que les jeunes, c'est les plus prompts à essayer
et à ne pas avoir peur de se tromper. Maintenant, sur les pistes de travail, comment ramener du monde? Je pense qu'il faut déjà en parler. Aller aux entraînements. Aller aux entraînements pour prendre 2-3 minutes pour expliquer au groupe ce que c'est l'arbitrage et qu'il est possible de se former si on le souhaite. Après, ce serait organiser des petits tournois au niveau du club, au niveau des tournois avec l'école de hand, pour que les arbitres se mettent dans la peau. Avoir un sifflet en main, c'est différent d'avoir un ballon en main. C'est une autre vision, c'est une autre posture. Voilà. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Des matinées de formation ouvertes au grand public, pas forcément aux arbitres du club, ouvertes à tout le monde, aux entraîneurs, aux arbitres, aux joueurs, aux parents. C'est très important, les parents aussi. On peut faire ça et parler peut-être de l'expérience. Si on a de la chance d'avoir, je prends l'exemple de Yann Carmo. Yann Carmo, arbitre IHF, qui fait des formations au niveau de la région. Quelle chance! Quelle chance! Un arbitre sur le terrain qui arbitre des gros matchs, il a fait Nîmes-Paris la semaine dernière. Eh ben, c'est tout de suite plus vivant parce qu'il parle de choses qu'il est en train de faire. Donc, je pense que pour pouvoir ramener des arbitres, il faut organiser des manifestations, donc que ce soit avec les équipes et des initiations, même dans les écoles. Pourquoi pas dans les écoles? Aller dans les écoles pour parler de l'arbitrage. Commencer par là-bas, tout à fait, tout à fait. Voilà, ouais, les jeunes, donc les écoles. Et après, essayer de se former, essayer de se mettre dans la peau de l'arbitre, essayer de créer des petits jeux pour pouvoir justement voir les contours de l'arbitrage. Voilà. Je pense que ouais, c'est difficile parce que je sais que tout dépend aussi de la taille du club. Un gros club aura peut-être plus facilement la possibilité de faire quelque chose. Les petits clubs, ce sera plus difficile pour eux. Je pense qu'au niveau de la région, on a de la chance d'avoir des bassins, on appelle ça des bassins, avec plusieurs clubs réunis. Communiquez entre vous, communiquons, c'est la base de tout. Communiquons et trouvons des solutions ensemble. Il faut travailler ensemble. C'est un sport collectif. Oui. C'est le conseil que tu pourrais donner au jour d'aujourd'hui à ceux qui nous écoutent ou à celles et ceux qui nous écoutent de dire que la communication est importante et aller chercher justement, commencer aux bases, aller dans les écoles, prospecter dans les écoles, etc. Oui, commencer par les bases, tout à fait. Et après, je rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour commencer l'arbitrage. 30 ans, 40 ans, commencez. Essayez, du moins, essayez. On ne perd pas grand-chose. Tout à fait. Nous sommes entièrement d'accord avec ça, effectivement. Et si je peux juste intervenir sur une dernière chose, c'est ce que je dis à mes arbitres du club, l'arbitrage, c'est une école de la vie. On apprend énormément de choses. On apprend la gestion de ses émotions, on apprend la discipline, on apprend la rigueur, on apprend la ponctualité, on apprend des choses très importantes dans la vie de tous les jours, que ce soit dans un entretien après, plus tard, dans un entretien d'embauche, faire un exposé en classe, truc tout bête. J'ai toujours été bon, bizarrement, en ça. Et peut-être parce que tous les week-ends, les arbitres se confrontent au regard des autres, se confrontent aux critiques souvent, parfois constructives, et merci, ça existe, mais parfois à la déflagration de choses un peu moins drôles, pour rester totalement neutre. Oui. Et je pense que l'arbitrage est une école magnifique, magnifique de la vie. Et si je peux vous donner un conseil, c'est essayez, vraiment essayez. Au pire, ça marche pas. Essayez. Moi, l'arbitrage, je m'en base même pour mon projet professionnel. Donc, c'est pour dire que pour moi, c'est plus qu'une passion. Mais avec ses hauts et avec ses bas. Il faut savoir après rééquilibrer les A, que ce soit au haut, et après que les bas aillent avec les hauts pour en faire un ensemble homogène. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, il y aura également dans le prochain numéro de l'Objectif Vendre un article que j'ai
fait en commun avec Maxime, justement, nous évoquons aussi ces différents sujets, que ce soit par rapport à sa propre expérience, par rapport à son parcours, par rapport à la fonction d'arbitre, etc. Aussi par rapport aussi, bien sûr, sans être tout ça, vous aurez l'occasion de lire dans Objectif un, le rôle des parents, etc. Beaucoup de choses, effectivement, qui font que. Alors, je préfère le préciser tout de suite, là, en présence de Maxime, ce ne sont pas des choses, cette nouvelle rubrique d'arbitrage, c'est le dire que nous faisons sur l'arbitrage, ne sont pas destinées à critiquer ou à encenser certaines choses différentes, le métier d'arbitrage est ce qu'il est, avec important, mais c'est de remettre un peu les choses dans leur contexte, ou après la crise sanitaire que nous avons traversée, comme a dit Maxime, avec cette pénurie d'arbitres, il y a aussi bien sûr la pénurie des joueurs, et j'en passe, mais c'est vraiment pour être le plus constructif possible et donner des pistes de travail à tout le monde, pour donner à voir, avec le regard de Maxime, le regard bien sûr des autres invités que nous aurons dans les prochains numéros, d'avoir un peu des différents regards variés pour pouvoir justement faire évoluer notre sport, en premier lieu, et bien sûr, l'arbitrage. Et je suppose que Maxime, tu vas corroborer avec ce que j'ai dit. Si tu peux rajouter quelque chose là-dessus, ce sera avec plaisir en tout cas. Hein, tu as effectivement tout dit. Je n'ai pas la science infuse, j'ai un petit âge encore. Je parle juste de mon ressenti, de mes expériences. Et je pense qu'effectivement, le handball a tout devant lui. Et on voit avec plein de nouvelles idées. Maintenant, ces idées, ça passe par la formation, ça passe par des expériences. Oui. Et je pense que Sébastien, tu as eu une très très bonne idée de nous faire partager ça, parce que ça va aussi, en faisant venir plusieurs mondes, confronter aussi ce que je viens de dire à d'autres visions. Et c'est très très intéressant. Très, très intéressant. En tout cas, merci beaucoup de cet avis positif. C'est vrai que moi, je pense que la confrontation d'idées peut toujours être intéressant. C'est vraiment pour montrer que collectif, qu'ensemble, on avance, mais qu'on va aussi plus vite ensemble, quoi. Et comme tu l'as dit, le handball reste un sport collectif et justement donner envie de faire ça. Je sais que beaucoup de personnes diront peut-être à tort ou à raison, effectivement, l'arbitrage, il y a des bons, il y a des mauvais, mais c'est que je dirais, sans vouloir faire entre guillemets le politiquement correct, c'est comme partout, il faut aussi prendre ça en compte dans la vie de tous les jours et dans notre sport, hein. Il n'y a pas que le handball qui ne concerne pas ça, aussi le football, le basket, les sports qui décident des arbitres, etc. ont toujours été confrontés de tout temps à ça. Voilà. En tout cas, Tout à fait. je voulais beaucoup, déjà à titre personnel, encore te remercier, Maxime, du temps que Merci tu à as toi. passé avec nous. Merci. Merci aussi à celles et ceux qui écouteront donc, le podcast de cette première de l'arbitrage, qui ne sera, je vous rassure, pas la dernière. Et nous aurons l'occasion, dans les mois qui arrivent, dans les prochaines éditions, de revoir Maxime, justement, avec qui nous avons déjà parlé un peu des différentes thématiques dont nous pourrions parler. Il y aura un peu de tout, sujets vastes et variés, etc. Et puis, donc voilà, en espérant vraiment que cette première vous a plu, et puis on appelle à d'autres, je l'espère. Dans ce cas, merci, Maxime, encore, merci beaucoup à toi. Je te Merci souhaite de Sébastien pour l'invitation. Merci beaucoup. en tout cas, ça fait avec plaisir et très instructif, je dois l'avouer, même si c'est vrai que nous débattons depuis quelques temps déjà tous les deux, mais c'est vrai qu'avoir maintenant des technico-pratiques un peu, j'espère, va donner un peu envie déjà aux jeunes, confirmés ou non, ou d'autres personnes, de se lancer dans l'arbitrage. Et comme je dis, je reprends excusez-moi, les propos de mon collègue, essayez, ça ne coûte rien, on y arrive, on n'y arrive pas, mais essayez et surtout se faire plaisir, c'est le plus important. Voilà. Exactement. Parfait. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. Je vous dis à bientôt et puis au plaisir de se voir pour notre prochaine édition sur l'arbitrage. Et n'hésitez pas à vous abonner à Objectif Hand. Un peu de pub ne fait jamais de mal pour notre numéro du mois d'octobre où il y aura donc la rubrique sur l'arbitrage. Voilà. Merci. Au revoir à toutes et à tous.